Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour et bienvenue dans Capitaux, le podcast qui aide à comprendre, un podcast UC Louvain réalisé en partenariat avec le magazine Le Vif. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre l'espoir. Je suis Sabrina et à la coprésentation de ce numéro, il y a Alain. Bonjour Alain. Bonjour Sabrina. Quand nous nous sommes souhaités bonne année le 1er janvier 2020, nous ne savions pas encore à quel point ces mots étaient très peu prémonitoires. Virus, pandémie, confinement, déconfinement, reconfinement, distanciation sociale, port du masque, fermeture des commerces, visioconférence à gogo, bref, la liste de ce que nous ne pouvions pas imaginer alors est encore longue. Ce qui nous a fait tenir et nous fera encore tenir en 2021, c'est l'espoir. L'espoir d'un retour à la vie d'avant, de voir la réouverture des restaurants ou des salles de cinéma, de pouvoir serrer sa famille dans ses bras ou de retourner travailler. Espoir, espoir, espoir. Et pour nous aider à comprendre ce sentiment et ce besoin chez l'être humain de chercher la lumière au bout du tunnel, nous accueillons Olivier Luminet, psychologue des émotions, membre de l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'UC Louvain. Olivier Luminet, bonjour. Bonjour. Alors Olivier Luminet, d'un point de vue de santé mentale, comment on pourrait analyser l'année qui vient de s'écouler ? Alors évidemment, cette année a été difficile au niveau de la santé mentale, mais particulièrement dans sa deuxième partie. Il faut savoir que dans la première partie, on était devant quelque chose de totalement nouveau, inédit, et même si c'était des conditions difficiles, ce premier confinement, les gens en général ont des capacités de résistance assez importantes devant une situation de stress aigu et inattendu. Et donc les impacts sur la santé mentale n'ont pas été trop importants sur l'ensemble de la population. Ils l'ont plutôt été dans la première phase sur des populations qui sont déjà vulnérables, donc des gens particulièrement isolés, par exemple, qui vivent dans des institutions, certains types de patients psychiatriques, mais pas sur l'ensemble de la population. Par contre, sur la deuxième vague, là, on voit un effet d'accumulation qui commence à toucher vraiment toutes les couches de la population et notamment des gens qui avaient été peu affectés au début. On voit par exemple depuis l'automne que au niveau de toute une série d'indicateurs de dépression ou d'anxiété par exemple, les chiffres ne redescendent plus et dans certains cas ont même tendance à augmenter. Donc le moral des Belges a suivi la tendance inverse des courbes, première vague, deuxième vague. Donc au plus haut de la première vague, le moral était au plus bas, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il peut y avoir des décalages entre le niveau d'infection et l'état mental de la population, parce que, et c'est justement le thème d'aujourd'hui, l'espoir, on peut parfois être au creux de la vague, mais voir une lueur dans le lointain, et ça, en fait, ça redonne espoir, tout comme quand une situation est moyenne, je dirais, au niveau sanitaire, mais qu'on voit dans le lointain que les choses vont s'aggraver, ça peut créer de l'inquiétude. Donc elles ne sont quand même pas exactement parallèles, ces courbes. La prévision de quelque chose qui va aller plus mal alors que ça va pas encore si mal, ça crée de l'inquiétude. La prévision que les choses iront mieux dans le futur alors que ça va très mal pour le moment, ça crée de l'espoir. Et comment on évalue le moral d'une population ? Alors il y a plein d'indicateurs pour évaluer le moral d'une population. Donc il y a ce qu'on appelle le bien-être psychologique, comment subjectivement on a l'impression de se sentir. Ça c'est un indicateur très souvent utilisé. On utilise aussi des indicateurs habituels, plus de ce qu'on appelle de psychopathologie, de dépression. Est-ce que vous vous sentez triste, sans énergie, des indices d'anxiété? Est-ce que vous avez peur de certaines choses, peur de sortir de chez vous, peur d'attraper le virus? Et aussi des indicateurs de motivation, dans quelle mesure vous vous sentez motivé à continuer, à faire des efforts, à continuer à porter votre masque, à vous laver les mains plusieurs fois par jour. Voilà plusieurs niveaux, par exemple, avec lesquels on peut évaluer ce moral. Ça, c'est au niveau individuel, mais alors il y a aussi le niveau collectif, les relations interpersonnelles, ça c'est vraiment très important. Quel est l'état de ces relations? Est-ce que vous avez autour de vous un certain nombre de gens sur qui vous pouvez compter, que vous pouvez appeler, qui peuvent vous aider? Ça va aussi contribuer à ce moral général. À l'approche des fêtes de Noël, des mesures sont prises et auront pour conséquence qu'on devra fêter Noël et la fin d'année autrement. On sent que c'est quelque chose de difficile à accepter pour toute une partie de la population. Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à voir ce Noël restreint de manière positive pour justement continuer à vivre ? Oui, tout à fait. En fait, l'être humain est quand même capable d'adapter ses attentes
et c'est ce que je conseillerais aux gens, c'est-à-dire que quand on a des attentes très élevées, elles peuvent être facilement déçues, mais si on restreint ces attentes, en se disant cette année les fêtes de Noël ne seront pas comme d'habitude, essayons de tirer un profit maximum au moins de ce qui est possible. Il y a tout à fait moyen de bien les vivre en sachant que ce sera en petit comité, ce sera dans notre famille, que éventuellement à un moment donné on pourra quand même aller voir son contact privilégié. On sait que des gens isolés peuvent recevoir 2 personnes. Ben, c'est toute une série de choses qui nous sont possibles. Profitons de ces situations. Réfléchissons aux gens qui vont le plus bénéficier de notre visite, à qui ça fera le plus plaisir. Et ben, ces personnes en garderont un souvenir particulièrement fort. Tout comme nous, à l'intérieur de notre famille, peut-être profitons de ce moment. Ou peut-être dans les autres années, tout le monde court un petit peu dans tous les sens, les gens viennent, repartent. Bah ici, à l'intérieur au moins de notre cellule familiale, ce sera une soirée qu'on pourra passer ensemble et qui laissera aussi des souvenirs particuliers. Parce que comme l'année est particulière, ce Noël-ci, j'en suis sûr, ce sera un Noël qui sera raconté pendant des années et des années. Et je parie même que nos enfants le raconteront à leurs propres enfants. Et donc, ça va construire tout un récit sur ce moment particulier. Donc, il y a moyen d'en faire quelque chose et d'en faire quelque chose de positif. Certains ont évoqué l'idée de pouvoir fêter Noël en été, donc de reporter les fêtes de Noël de quelques mois. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Alors, moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée, en fait, parce que la fête de Noël, c'est une fête qui est un rassemblement à un moment donné de toute une série de gens auxquels on tient, qu'on ne voit pas nécessairement souvent, et qui ont la particularité d'être tout d'un coup tous réunis en même temps, au même moment. Peu importe le moment de l'année, en fait. On a pris comme tradition que le grand moment où on voit toute sa famille, c'est plutôt à Noël, et dans certains cas, il y a des gens qu'on ne voit plus le reste de l'année, on ne les voit qu'une fois par an. Décaler les choses de 6 mois en tant que tel, c'est pas un problème, mais ça peut même créer toute une série d'idées, ça peut être quelque chose de créatif, de l'imaginer en été, d'avoir son sapin de Noël, mais de le faire à l'extérieur. Moi, j'ai de la famille en Australie, j'ai eu la chance de fêter Noël en Australie. Alors, c'est particulier parce que c'est l'été là-bas, et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre et incongru en plein été, quand il fait chaud, de voir des guirlandes et un sapin de Noël. Mais finalement, le plus important, c'est d'être avec les autres et d'avoir ce moment de retrouvailles. Donc, moi, je pense que le meilleur moyen aussi de réussir Noël, c'est non seulement profiter des quelques personnes proches de soi maintenant, mais de déjà aussi imaginer une grande fête à l'été où là, on pourra normalement inviter un maximum de gens, et ce ne sera qu'une transposition de notre fête d'hiver à une fête d'été. Olivier Luminet, à l'annonce du 2e confinement, on nous a laissé espérer que c'était en fait serrer la vis pour ensuite nous permettre de fêter Noël en famille. Et en fin de compte, le gouvernement nous annonce qu'on pourra recevoir personne pour les fêtes. Est-ce que les faux espoirs ne sont pas plus violents à assimiler qu'une vérité directe qui fait un peu mal, mais qui au moins est annoncée directement? Oui, tout à fait, parce qu'on a un besoin fondamental de prévisibilité, et donc créer quelque chose et puis après le casser net, en général, ça a des effets très négatifs. C'est la raison pour laquelle, notamment, si vous vous souvenez, à la fin du mois d'août, alors que les chiffres se dégradaient, il y a eu cette décision, pour des raisons en partie psychologiques, du fait que les gens avaient du mal à tenir le coup. On a tout d'un coup élargi la bulle énormément. On l'a fait passer soudainement à 15 personnes. Et puis on est revenu sur cette décision quelques jours après seulement. Donc ça, c'est vraiment une des pires situations, parce qu'on fait naître des espoirs et puis après, on revient en arrière. Au contraire, si les gens sont prévenus que pendant une période relativement longue, ils vont devoir faire ces efforts-là, mais ils savent au moins à quoi s'attendre, eh ben, ils vont beaucoup mieux tenir le coup et leur morale sera moins affectée. On voit d'ailleurs que c'est cette mesure, ce passage, le passage de la bulle de 15 à 5 qui a été un coup au moral très très fort, mais paradoxalement aussi, l'élargissement tout d'un coup de cette bulle à 15 n'a pas nécessairement fait plaisir aux gens parce qu'ils étaient déjà inquiets en fait. Donc il faut aussi à chaque fois jouer sur le niveau d'inquiétude de la population, son niveau de perception du risque, et quand les gens sont trop inquiets, ça sert à rien de leur donner trop de latitude parce que de toute façon, ils vont pas réussir à en profiter. Alors justement, dans l'annonce des différentes mesures depuis le début de la crise, est-ce que le monde politique n'a pas fait preuve d'un manque de psychologie justement dans la forme de ces annonces?
Alors, il y a des annonces qui ont été effectivement assez maladroites parce qu'on n'a pas pris en compte l'impact que ça pouvait avoir. On vient d'évoquer ces faux espoirs et cet effet de douche froide qu'il y a eu en été, alors que peut-être que certains politiques pensaient que ce serait pour le bien de la population. Donc, pas assez de prise en compte, effectivement, des mécanismes psychologiques qui ne sont pas juste de la pure rationalité. On vous dit de faire quelque chose et vous allez le faire. Il y a parfois aussi des aspects moins rationnels qui sont là derrière et des inquiétudes notamment qui sont à calmer. Et c'est vrai que la prise en compte des aspects psychologiques, je dirais, n'a pas été très rapide, de un. De deux, a été faite de manière assez empirique. Je dirais par là que le style de communication de Sophie Wilmès c'était certainement très empathique, et ça tient à son caractère personnel, donc tant mieux, je dirais. Elle a réussi à créer cette empathie, mais c'était pas nécessairement quelque chose peut-être qui était particulièrement étudié. Et après, on est passé sur un autre style. Les changements de style peuvent parfois être difficiles à assimiler. Les psychologues n'ont pas du tout été associés aux premières décisions. Et de manière générale, d'ailleurs, ils sont vraiment mis de côté dans toutes les instances de décision. Quand on pense que le nouveau comité d'experts de 24 personnes ne comprend qu'un seul psychologue, alors que les défis psychologiques sont majeurs, on peut effectivement se poser des questions sur la pleine prise en compte de ces facteurs psychologiques. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, le monde politique, depuis la fin août, n'a que ce mot à la bouche. J'ai en tête des interviews où parfois un ministre utilise le mot psychologique, détresse psychologique 6 à 10 fois sur l'interview, mais en même temps n'accompagne pas nécessairement son discours d'une expertise psychologique ou de conseils véritablement sur l'impact que certaines mesures peuvent avoir et la manière de les communiquer peut avoir. Donc c'est vrai que globalement quand même on peut estimer qu'il y a une forte négligence de la prise en compte des facteurs psychologiques depuis le début de la pandémie. Pour tenir le coup, on nous dit souvent qu'il faut chercher le positif. Mais est-ce que chercher le positif dans toute situation, ce n'est pas se voiler la face ? Ou à contrario, et là, Monsieur Luminet, vous allez voir les deux personnalités qui sont en face de vous pour le moment, ne pas chercher le positif en toute situation, ce n'est pas justement noircir le tableau. Donc, c'est une vertu et c'est quelque chose d'utile et démontré psychologiquement que chercher le positif, même dans les situations négatives, c'est extrêmement important. Ça a été démontré à de très nombreuses reprises. Je parlerai de deux niveaux, ce qu'on appelle la projection dans le futur, donc cette capacité à se mettre dans le futur, c'est une habileté particulièrement importante. On voit que les gens qui n'arrivent pas à le faire, parfois même pour des raisons simplement neurologiques, parce qu'il y a certaines altérations du cerveau, mais quand vous n'arrivez plus à vous mettre dans le futur, en fait, ça a un effet très négatif sur votre santé mentale. Donc, se projeter dans l'avenir, c'est positif, et se projeter aussi d'une manière optimiste. Et l'optimisme, qui est en fait une manière d'imaginer le futur comme plus positif qu'il ne sera, donc c'est un côté un petit peu irréaliste, c'est quelque chose qui est vraiment porteur. On voit que, on appelle d'ailleurs cela l'optimisme irréaliste. La plupart des gens fonctionnent avec ce niveau d'optimisme irréaliste. Et quand les gens deviennent trop réalistes, en fait, c'est souvent lié à des états de dépression. Les gens déprimés, en fait, ils sont hyper réalistes, ils se rendent bien compte d'une situation et ils n'arrivent plus à générer véritablement de l'espoir. Donc l'optimisme, c'est quelque chose à encourager, même dans les moments actuels, les moments difficiles actuels, parce que ça permet justement de sortir de ce moment particulier qui est très difficile. Et ça nous permet de nous extraire de là, en fait. On est un petit peu au fond du trou, là, pour le moment, et on se dit, mais comment on va en sortir ? Ben justement, par cet optimisme, cette projection vers le futur. C'est un peu comme si on avait des ailes, et c'est un peu comme si on sortait justement du fond du puits et qu'on remontait progressivement et qu'on voyait alors la lumière au loin. Donc moi je prône en fait cet optimisme. Alors il ne doit pas non plus être démesurément optimiste, mais un petit peu plus optimiste que ce que les virologues nous disent, c'est une bonne chose. Les virologues, ils sont en train d'observer les chiffres, et ces chiffres ne sont pas toujours réjouissants. Mais nous, comme psychologues, on dit, écoutez ces chiffres, mais essayez de passer un cran au-dessus et de dire finalement, ça ira quand même un petit peu mieux que ce qu'ils nous disent. Et en raisonnant comme ça, en se disant, ce sera un petit peu mieux que ce qu'ils nous disent, ça va vous aider. Le vaccin semble être le seul espoir de sortie de pandémie. Il a été annoncé, il a été reporté. On n'a pas de plan B.
Comment garder espoir sans avoir une date de fin de campagne de vaccination qui sera la date de la fin de la crise? Alors je pense qu'il faut en tout cas ne pas prendre le vaccin comme vraiment la formule magique. Il y a peut-être une tendance à ce niveau-là. Or, on sait aussi que l'épidémie, elle dépend en partie de nos comportements à tous. C'est vrai que c'est difficile de les garder à certains moments, mais il y a aussi des habitudes qui se créent et il y a toute une série d'enquêtes qui montrent que maintenant, le lavage des mains régulier, très régulier, le port du masque de manière systématique quand on est dans les espaces publics, c'est devenu un automatisme en fait, c'est devenu une habitude. Ça nous paraîtrait incroyable si on nous remettait un an en arrière en nous disant est-ce que vous pensez que vous allez porter un masque constamment quand vous irez à l'extérieur, dans les magasins, quand vous interagirez avec d'autres personnes? Les gens auraient dit je ne m'y habituerai jamais. Et maintenant, en fait, les gens sont tout à fait devenus capables de faire ces efforts-là. Donc ça veut dire que au niveau de ces changements de comportement, c'est possible. Ce qui reste extrêmement difficile, et c'est normal, et ça restera toujours difficile, c'est de limiter nos contacts sociaux et de voir moins de monde. Mais je pense que c'est important de rester dans l'optique aussi que tous les espoirs ne doivent pas reposer dans le vaccin. On a aussi appris en changeant nos comportements, à aussi limiter l'extension de la maladie, à se protéger aussi en fait. Au tout début, les infections étaient multiples parce qu'on ne prenait pas justement ces gestes de précaution. Maintenant, on a déjà une meilleure idée des conditions dans lesquelles on risque d'être infecté, et ça réduit déjà considérablement le risque. Donc, effectivement, regardons ce qui se passe au niveau du vaccin, mais ne soyons pas non plus dans une idée, dès qu'on aura le vaccin, de toute façon, tout sera résolu. Et d'ailleurs, on voit que les gens qui comptent se faire vacciner sont en même temps les gens qui restent motivés à appliquer les comportements et les gestes barrières, ce qui veut dire que les deux choses vont de pair, que la meilleure optique, c'est de se dire, le vaccin, c'est une chose, mais en parallèle, et tout aussi important, le maintien des gestes barrières est aussi un élément fondamental pour les mois qui viennent. La fin de la crise, c'est l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre. C'est une expression ou c'est la réalité? Non, l'espoir fait vivre, l'espoir est fondamental, c'est un moteur de notre vie. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'optimisme, l'optimisme, c'est un carburant essentiel pour pouvoir avancer, et donc avoir à chaque fois des projets et des projets positifs, c'est extrêmement important. Donc se projeter aussi à différents niveaux. J'irai même plus loin que ce que j'ai dit tout à l'heure. Se projeter sur l'été 2021 en se disant on fêtera Noël en 2021 à l'été dans notre jardin avec un barbecue, avec peut-être une quinzaine de personnes de notre famille, c'est déjà un espoir. Mais on sait aussi que l'été 2021 ne sera pas encore tout à fait normal. Il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de grands rassemblements. Eh bien, osons si nous projeter dans l'été 2022, soyons capables de ça aussi, et pensons dès à présent aux énormes fêtes peut-être qu'on pourra faire, sans plus de limite de nombre de personnes. Ça va nous porter aussi. Et donc, mettons-nous plusieurs niveaux. Il y a le niveau du court terme, où on doit réduire nos attentes. Il y a le niveau du moyen terme, l'été 2021, mais osons aussi le plus long terme, l'été 2022, et pensons dès à présent à tout ce qu'on pourra en faire. Ce sera aussi un moteur extrêmement puissant qui nous aidera vraiment à garder le moral jusqu'au moment où on sera vraiment complètement sorti de cette crise. On a besoin, vous en parlez beaucoup, hein, de voir les gens, d'avoir des contacts sociaux. Pour le moment, on peut pas recevoir nos amis, notre famille chez nous. Donc ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Pourtant, quand on va sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup de choses négatives. Est-ce que pour garder le moral, pour garder espoir, il faut se couper parfois de toutes ces choses négatives autour de nous? Il ne faut pas hésiter. Il y a des études qui montrent clairement, par exemple, que les gens qui regardent tout le temps les infos pour le moment sont les plus anxieux et que écouter tout le temps les informations contribue même à maintenir, voire à renforcer ce niveau d'anxiété. Donc en fait, à partir du moment où on sait qu'on est sur le temps long, au début on a eu cet espoir du temps court, mais on est sur le temps long, à partir du moment où on se dit on sera débarrassé de ce virus au mieux d'ici 1 an, arrêtons d'écouter les informations constamment. Une fois ou 2 fois par jour, c'est suffisant. Et même chose pour les réseaux sociaux. Le nombre de gens maintenant qui déclarent que depuis qu'ils se sont carrément déconnectés des réseaux sociaux, ils vont beaucoup mieux. C'est parce qu'ils ont réussi à s'investir dans d'autres choses, en fait. Pour tenir le coup, c'est important de s'investir dans d'autres choses. Il y en a qui
sont retournés à des hobbies qu'ils avaient complètement abandonnés, à des lectures qu'ils avaient complètement abandonnées. Et pour pouvoir s'absorber pleinement dedans, ben, on a besoin de se déconnecter aussi en partie. Donc effectivement, il faut faire un usage vraiment raisonnable de ces réseaux sociaux. C'est aussi des réceptacles à certains moments de comportements de comportements excessifs, de critiques excessives aussi, qui peuvent être extrêmement destructrices. Donc, il faut vraiment le doser, le réguler, et surtout prévoir d'autres moments où on est vraiment déconnecté de cela et on peut s'absorber dans d'autres activités. Qu'est-ce qui pousse les gens à avoir ces comportements excessifs sur les réseaux sociaux? Est-ce que déverser sa colère sur les réseaux sociaux, c'est une manière de mieux vivre la crise? Alors non, je pense pas sur le tout court terme éventuellement, parce que un certain nombre de gens vivent des frustrations énormes pour le moment et ça peut créer un soulagement passager, mais certainement pas plus que ça. En fait, il faudrait plutôt aller vers des mouvements plus collectifs, un petit peu comme le mouvement 11 millions pour le moment essaie de le faire, c'est-à-dire de s'engager dans un projet, on se dit on est tous dans le même bain, on est tous concernés. Alors peut-être à des degrés divers, ça plus que probablement, il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres, mais on est quand même tous dans le même bain, et s'engager dans des projets comme ça, solidaires et qui concernent toute la population, c'est quelque chose qui va faire beaucoup plus de bien que de se décharger à un moment donné sur une nouvelle qui nous a énervés, de rebondir sur des choses du genre mais tous les politiciens, c'est la même chose et ils nous ont jamais sortis de nos problèmes. Ça n'aide absolument pas, en fait. On est justement dans un moment où je pense que quand on considère que tout le monde est dans le même bain, le roi, la reine, les ministres, les sportifs, les acteurs, tout le monde, ça peut nous aider peut-être à nous dire, c'est une manière de nous rapprocher aussi les uns des autres et d'avoir des contacts plus faciles et aussi plus de gestes d'entraide. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et c'est vraiment à conseiller. Alors parfois, si vous laissez échapper une colère, c'est assez légitime. Je pense qu'il y a beaucoup de motifs d'être en colère pour le moment, mais dites-vous bien que la colère anonyme comme ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'elle génère d'autres colères et finalement, c'est une colère qui est décuplée et qui n'est pas très très productive. On va essayer de terminer ce podcast de manière positive. Olivier Luminet, quelles sont les bonnes résolutions à prendre le 31 décembre à minuit pour que nos auditeurs et auditrices commencent 2021 en gardant l'espoir? Alors je pense que c'est en commençant par de petites notes, de petits éléments pour justement avoir la satisfaction de les réaliser et de l'effet qu'ils procurent. Donc comme je l'ai dit, profitons du fait qu'on peut quand même aider des personnes qui sont dans la difficulté, qui sont isolées, qui seront particulièrement contents de nos petits gestes, ne fût-ce que déposer un plat préparé chez son voisin ou sa voisine qui est seule, donner un coup de téléphone à une personne de son entourage qu'on n'a plus vu depuis longtemps et qui est loin, ce sont déjà des premiers éléments qui vont aider. Et gardons donc nos niveaux d'attente à des niveaux raisonnables. Profitons aussi un maximum des activités qui nous restent. En fait, on ne se rendait pas compte, mais dans notre vie d'avant, il y avait tellement de choses qui étaient possibles que parfois on se torturait l'esprit à choisir quelque chose. Et en fait, on passait parfois plus de temps à se dire est-ce qu'il vaudrait mieux que j'aille au cinéma? Est-ce qu'il vaudrait mieux que j'aille à la patinoire? Que j'invite des amis? Et finalement, on passait des heures à se demander ce qui était le mieux. Maintenant, le nombre d'activités est plus limité. N'hésitons pas un instant. J'avais dit au moment du deuxième confinement, les librairies et les fleuristes sont ouverts. Profitons de cette occasion. On n'a pas toujours assez de temps de profiter d'une librairie. C'est un lieu d'évasion extraordinaire. On feuillette des livres de voyage, on regarde des calendriers, on retrouve des romans qu'on a bien aimés. Le fleuriste, offrir des fleurs à quelqu'un qu'on aime, ça va lui faire plaisir pendant toute la semaine qui va suivre. Donc, utilisons beaucoup plus tout ce qui est à notre portée et on se rend compte qu'en fait, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui redécouvrent le fait de marcher et le fait de marcher, c'est découvrir la nature, c'est parler avec les autres, c'est avoir aussi une relation plus proche avec les autres. Donc disons-nous, c'est pas parce que la liste des choses qu'on peut faire est plus courte
qu'elle est nécessairement moins gratifiante. Et au contraire, comme je disais, ça nous permet de ne plus nous torturer l'esprit en se disant que faire parmi 25 possibilités, il nous en reste que 5, mais profitons de celle-là et profitons-en à fond. Et en même temps, projetons-nous déjà dans l'avenir. Préparons déjà notre grand voyage de 2022. Ne préparons pas un grand voyage en 2021, il faut être réaliste, je pense qu'on sera plutôt à la mer ou en Bretagne en été 2021. Mais en 2022, tous les espoirs sont possibles. Vous aviez rêvé depuis 10 ans d'aller en Australie, imaginez ce voyage en 2022, vous aurez tout le temps de le préparer et vous réaliserez que le plaisir d'un voyage, c'est aussi son anticipation. Préparer longtemps un voyage, ça fait partie aussi du plaisir qu'on va avoir au moment où on sera en train de le réaliser. Donc voilà toute une série d'exemples, je dirais, qui devraient, à mon avis, aider à bien démarrer l'année 2021. Alors encore une fois, comparons aussi par rapport au début de l'année 2020. Disons-nous qu'on a déjà quelque chose derrière nous. C'est comme dans une course. C'est très difficile de démarrer. Et quand on est au milieu du marathon, on est déjà très fatigué. Mais au moins, on peut regarder derrière soi et se dire on a déjà parcouru 20 km. Et c'est ce qu'on a déjà fait. Rappelons-nous que le début de l'année 2020, c'était pas folichon. On voyait se profiler des choses un petit peu inquiétantes. On ne savait pas très bien à quoi ça ressemblait. Maintenant, on sait déjà un petit peu mieux à quoi ressemble ce virus, on sait déjà comment mieux maîtriser toute une série de choses, et en plus, il y a toutes les choses difficiles qu'on a vécues en 2020 qui sont derrière nous, et l'année 2021 ne pourra aller que vers un mieux. Alors au début très lent sans doute, les espoirs pour le début, c'est une vaccination progressive, c'est le froid qui semble contribuer à la prolifération du virus, mais dès que les beaux jours reviendront, là, on va aller vers des moments beaucoup plus apaisés et on pourra aussi se rendre compte qu'on sera plus heureux parce que souvent, le bonheur est déterminé par le fait d'être passé au-delà d'un événement négatif, en fait. C'est pas tellement vivre un événement positif, mais c'est le contraste entre un événement négatif et un événement positif qui contribue au niveau les plus élevés de bonheur. Donc moi, je suis prêt à parier que le niveau général de bonheur de la population belge à l'été 2022 sera justement beaucoup plus élevé parce qu'on sera rendu compte qu'on a réussi à surmonter tout ce qui sera passé en 2020 et en une partie de 2021. Bien, rendez-vous en 2022 pour voir si tout ça s'est vérifié. Merci beaucoup Olivier Luminet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes psychologue des émotions et membre de l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'UC Louvain. Cet épisode a été préparé et présenté par vos serviteurs, Alain et Sabrina, en partenariat avec le magazine Le Vif. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute, sur levif.be et sur uclouvain.be/capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux de l'UC Louvain sur Facebook, Twitter ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans Capito.